Tout de suite, découvrez la vie de ceux qui décidèrent de tout quitter pour l'Indochine. Qu'est-ce qui pouvait bien attendre ces petits Français? Un documentaire extraordinaire, étayé par de remarquables archives. Au début des années 1920, Léon Buzy filme les populations indigènes de l'Indochine dans le cadre de l'ambitieux projet intitulé « Archives de la planète », initié par le mécène Albert Kahn. Est-ce par pudeur que l'opérateur a légèrement flouté l'image de cette jeune fille qui se déshabille avec grâce et timidité? Ou voulait-il nous dire l'impossibilité de voir l'indigène, la namite comme on l'appelait alors, dans la vérité de sa nudité? Qu'ont-ils vu ces Français qui ont vécu dans cette perle de l'empire colonial qu'était l'Indochine d'après la Première Guerre mondiale? À travers leurs photos et leurs souvenirs familiaux, ils nous racontent leur vie de Français partis à plus de 12 000 km de la métropole, à la recherche d'un autre destin. L'Indochine nous a donné plus que des richesses matérielles, plus que des bonnes volontés. Elle nous a donné des soldats et en 1914, son sang. La Grande Guerre est le révélateur de l'Indochine. 50 000 tirailleurs et 50 000 ouvriers anamites débarquent dans la métropole en guerre. La lointaine colonie va participer à plus de 300 millions de francs or de donations et envoyer des centaines de tonnes de matières premières. La France découvre que sa lointaine colonie peut être un élément déterminant dans la reconquête de son influence en Extrême-Orient. À l'issue de la Première Guerre mondiale, la France est vainqueur, bien évidemment, mais la France est exsangue, totalement exsangue. Elle n'a plus les moyens de mener une politique de grande puissance en Extrême-Orient. La France se rend compte qu'elle a besoin d'un balcon sur le Pacifique, elle a absolument besoin d'une base pour la représenter en Extrême-Orient et pour défendre ses intérêts. Donc l'Indochine doit devenir ce balcon de la France sur le Pacifique, l'Indochine doit représenter la métropole. Pour associer la population française au développement de l'empire colonial, presse et hommes politiques exaltent la mission civilisatrice de la France. Sont alors organisées, à grand renfort de publicité, des expositions coloniales, comme celle de Marseille en 1922. Les expositions coloniales ont été une manière de réveiller et d'intéresser. Je ne dis pas tous les Français, mais on y allait massivement. On y allait, on était assez enthousiastes. On voyait Angkor Wat, on voyait les temples vietnamiens. Les colonies, c'est quand même un terme qui s'est pourri en quelques années. À l'heure actuelle, si on parle de colonie, c'est épouvantable. À l'époque, c'était bien vu. L'aventure coloniale débute ici, à Marseille, porte maritime vers les colonies d'Afrique et d'Extrême-Orient. Arrivés gare Saint-Charles, les candidats au voyage descendent le boulevard de la Canebière pour rejoindre le port et son embarcadère. Vous ne connaissiez pas la Canebière? Pour l'amour du bon Dieu. Mais tout le monde connaît ça. Vous pouvez demander ça à un Arabe, à un Tonkinois ou à un Sénégalais. Tous vous diront que la Canebière est à Marseille. Mon père était agrégé d'histoire et géographie. Et il a été nommé à Hanoï, comme il aurait été nommé à Montpellier ou à Grenoble. Voilà. C'est la raison pour laquelle, au mois d'août 1922, nous avons embarqué à Marseille avec ma mère, mon frère Norbert, qui avait 15 mois de plus que moi, sur le paquebot Azé-le-Rideau. Mon père était fonctionnaire. Il a passé un concours pour entrer dans l'administration des postes en Indochine, et c'est comme ça qu'il est parti. Comme il était à ce moment-là père de déjà 4 enfants, il en a eu un 5e par la suite, il a pensé que la vie à la colonie serait peut-être plus large que la vie en France. Et d'autre part, il avait quand même un certain goût de l'aventure, des voyages, ça l'attirait. Au départ de Marseille, c'était une formidable émotion, parce qu'il y avait
les gens sur les quais, l'encens, tous ces liens presque dérisoires claquaient au fur et à mesure. Tac, on entendait. Et le bateau s'éloignait, et il y avait un petit orchestre sur les quais avec musiciens italiens, etc. Et puis tout à coup, cette espèce de formidable déchirure de l'air que provoquait la sirène du paquebot. Véritablement, ça faisait trembler les membrures du bateau, mais ça faisait trembler vos fibres aussi. Mais nous sentions quand même que c'était une sorte d'aventure. On allait sortir d'une sorte de routine. C'était des bateaux qui étaient magnifiques, c'est des messageries maritimes avec des décors de bois des îles, avec des reproductions de statues d'Angkor, on mangeait très bien, etc. Il y avait le soir, on était assez apprêtés. Et puis, les gens faisaient connaissance, c'est-à-dire que vous aviez les fonctionnaires qui venaient, ou les commerçants pour la première fois, alors les plus anciens leur racontaient un petit peu ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, etc. Enfin, on ne s'ennuyait pas. Et puis, il y avait des gens qui étaient du voyage, qui étaient des gens intéressants. Il y avait des écrivains, des journalistes, des comédiens, des hommes politiques, etc. Il n'y avait pas d'avion, quoi. La colonie, c'était un rêve, hein. Mon père s'est trouvé avec ce voyage là-dessus. Ma mère, j'ai l'impression, je ne sais pas si elle l'a épousé pour ça, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'elle a plongé sur un homme qui lui faisait assouvir son rêve de colonie. J'ai l'impression que ça a valorisé mon père auprès d'une petite bourgeoise. Pour lui, c'était une promotion. Tout ça, c'est du prolongement de rêve, hein. Et des personnes qui vivaient peut-être à côté des réalités, mais dans le fond, elles s'en sont nourries de ça. Un rêve qui les mène à 12 000 kilomètres de la France, vers un Orient fantasmé. Entre espoir et appréhension, quelle image ont-ils de cette Indochine décrite par les romans coloniaux ou le témoignage d'écrivains voyageurs? La première caractéristique de cette image, c'est que c'est loin. C'est l'extrême Orient, c'est-à-dire il y a l'Orient avec son côté fascinant, séducteur, un peu inquiétant, et puis il y a l'Orient extrême qui est, alors il est loin déjà matériellement, il faut un mois de voyage en bateau, il faut s'accoutumer progressivement à des nouvelles températures, à des nouvelles couleurs de l'océan, à des nouvelles nourritures. C'est un élément très important. Mon père, ses premières lettres sont les lettres évidemment du voyage. C'est la première chose dont on parle quand on part en Indochine. Il raconte le voyage avec les escales qui sont une espèce d'initiation à ce qu'il va voir par la suite. Quand on arrive à Port Saïd ou à Suez, c'est l'Orient. Pour quelqu'un qui n'a jamais quitté la France, c'est un dépaysement complet. Après la longue descente du canal de Suez, la mer Rouge et la découverte de l'ambiance africaine de Djibouti. C'est maintenant le plein soleil et la chaleur. Les passagers commencent à arborer le costume blanc et le casque colonial. À l'arrivée à Djibouti, à ce moment-là, on n'allait pas à quai, on est resté sur rade. Et là, les petits plongeurs venaient crier à la mer et oh, etc., etc. On lançait des pièces de monnaie et ils plongeaient et ils les mettaient dans leur bouche. Et de là, nous avons passé une semaine sans voir la terre. Après un mois de voyage, des étapes à Colombo et Singapour, le paquebot touche enfin les premières terres de l'Indochine, le Cap Saint-Jacques, qui commande l'entrée de la rivière qui mène à Saïgon. Au moment où le paquebot arrivait au Cap Saint-Jacques, on voyait monter la terre au loin, et puis on mouillait là, en face de la plage du Cap Saint-Jacques. Mais en même temps arrivait le messager du destin pour tous les fonctionnaires, c'est-à-dire, et les gens qui ne savaient pas, est-ce qu'ils allaient être nommés à Saïgon, en Cochinchine, ou bien 2000 km plus au nord. Nous avons l'habitude de voir Hexagone, hein, c'est le maximum 1100 km. Mais nous, le 2000, c'est comme Paris à Varsovie et au-delà. Hein. Commence alors la longue remontée vers Saïgon.
Accoudés au bastingage, les voyageurs découvrent les premières images de leur nouveau destin. Sur une centaine de kilomètres, une espèce de monde semi-liquide, semi-boueux, avec des petits affluents, on l'appelle des arroyaux. Chaque paquebot qui arrivait, c'était un événement extraordinaire. Les coulis couraient pour aller travailler parce que là, c'était pour eux de la manne hein, qui leur tombait du ciel. Et pour nous, c'était le spectacle le plus extraordinaire de voir ces passerelles qui se descendaient et tous ces Français qui descendaient avec des vêtements chamoirés, des couleurs vives, etc. C'était vraiment un théâtre extraordinaire. Un paquebot qui arrivait ou un paquebot qui partait, c'était un monde qui s'était déplacé. Finalement, les troupes françaises avaient débarqué ici en 1859. C'était qu'un village et ils avaient remonté un chemin qui était cette rue Catinat après. Ils sont emparés de la citadelle qui était au bout, c'était la cathédrale, c'était 133, le boulevard Neurodome. Et les Français ont construit presque immédiatement une ville tout à fait moderne avec des palais assez somptueux. Mon père a trouvé une ville qui était une ville moderne, une ville assez belle, avec de larges avenues, des beaux arbres, et ça l'a beaucoup surpris. Bien sûr, il ne s'attendait pas à vivre dans une case, dans une paillote, mais enfin quand même, il a trouvé que c'était bien. Saigon était à l'époque qualifié de la perle de l'Extrême-Orient, c'était vraiment une jolie ville. Saigon était la perle de l'Extrême-Orient, mais on disait que c'était la rue Catinat qui en était le symbole. Et de la rue Catinat, ont débarqué tous les gens qui venaient de France, qui allaient faire la chasse, qui allaient faire de l'archéologie, ou qui allaient sur les plantations, ou les auteurs d'ouvrages, ou les journalistes. Tout le monde passait là, s'arrêtait au Continental, logeait au Majestic, se promenait, et c'était le point de départ vers l'Indochine, un peu partout. Mais nous continuions sur le Lazaredo jusqu'à Haiphong, qui est le port, par conséquent, du Tonkin, du Nord. Comme le père de Philippe Grandjean, beaucoup de fonctionnaires sont nommés à Hanoï, capitale du Tonkin, à 1700 km de Saigon. Tonkin au nord, Annam au centre et Cochinchine au sud. Ces trois pays distincts seront réunis à l'indépendance pour devenir le Vietnam moderne. Mais la colonie s'étend aussi sur les royaumes du Cambodge et du Laos. Depuis la fin de la conquête coloniale, ces territoires forment, sous l'égide de la France, l'Union indochinoise. C'est la volonté de la France de l'époque, la France de Napoléon III, de s'implanter en Asie pour participer au partage du grand négoce chinois, qui est le grand négoce quand même mondial de l'époque. Hein. Pour s'ouvrir à ce marché chinois si convoité au milieu du 19e siècle, l'empereur Napoléon III décide de s'implanter en Indochine, prétextant le secours porté aux communautés chrétiennes martyrisées. En 1859, un premier corps expéditionnaire débarque à Saigon et conquiert la Cochinchine. Attaqués à leurs frontières par l'Empire de Siam, le Cambodge et le Laos demandent la protection de la France. La conquête du Tonkin se fera par les armes. Dès 1897, la France met en place une administration coloniale dont le centre est Hanoï, capitale du Tonkin. Alors nous sommes arrivés à Hanoï et nous avons débarqué de nos pousse-pousse à l'hôtel du Coq d'Or qui se trouvait dans la rue principale, qui s'appelait la rue Paul-Bert. Et cette rue Paul-Bert menait au Grand Théâtre, et qui avait beaucoup d'allure et qui a été construit sur le modèle du Palais Garnier. Hanoï est une vraie ville de tradition, avec ses lacs. Il y a 3 lacs, dont un très grand, avec au loin la vision des monts du Tam Dao. Hanoï, ça veut dire la ville entre les fleuves, hein, entre les eaux. Et ça a été la capitale des différentes dynasties jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et donc il y avait pas mal de monuments anciens, il y avait des vestiges de la citadelle de Hanoï, il restait encore quelques vestiges. Avec une cité séculaire, ce qu'on appelait le quartier annamite, le quartier vietnamien, avec le grand marché, et puis des rues très pittoresques, des rues de corporation, rue des Ferblantiers, rue du Cuivre,
rue de la Soie. Et c'est une ville qui paraissait plus austère que Saigon. C'était très administratif. Et c'était là qu'était le gouvernement général. Dans cette union indo-chinoise, le gouvernement général est le centre de tous les pouvoirs. Son autorité s'impose aux administrations locales des rois et empereurs, toujours en place dans les pays de protectorat. Seule la Cochinchine est administrée directement par la France. Le gouverneur général, un personnage dont on n'a pas idée en France, c'était un vice-roi, qui d'ailleurs était entouré d'un protocole très pompeux. Et le gouverneur général, j'ai vu ça quand j'étais enfant, surgissant tout à coup, cette cavalcade extraordinaire, très brillante, sous le soleil, et la voiture découverte, et le gouverneur général avait un bicorne emplumé, et une tunique dorée, enfin, une espèce de personnage. Il y avait un certain sens de la hiérarchie, suivant le grade dans l'armée ou suivant le niveau dans l'administration, c'était assez hiérarchisé. Et ça se sentait dans les réceptions, dans les fêtes, des choses comme cela. Hanoï est aussi le siège de quelques joyaux de la mission civilisatrice de la France. Lycées et universités pourvus de nombreux professeurs agrégés venus de métropole, école française d'Extrême-Orient, dont les archéologues réhabilitent patiemment les ruines d'Angkor, mais aussi l'Institut Pasteur, qui, par ses recherches sur les maladies tropicales et ses campagnes de vaccination, contribue à réduire la mortalité des populations indigènes. La gare d'Hanoï est le point de départ d'un voyage à travers l'Indochine, à la rencontre de témoins de cette époque oubliée. La traversée du pont Paul Doumer ouvre aux voyageurs les horizons d'un pays inconnu. Plus de 150 tunnels et de 3000 ponts permettent la traversée des paysages montagneux du Haut-Tonkin. Dans chaque gare, s'agite une population indigène qui a dû prendre en marche le train de la modernité et du progrès. Ces populations anamites devinaient-elles que ces Français de la conquête qu'ils avaient croisés dans leur enfance annonçaient un monde nouveau qui allait bouleverser leur vie? Notre père est arrivé au Tonkin parce qu'un jour, on a eu besoin de la Légion au Tonkin. Dans les années 1800-1890, je pense. Et alors il a fait le coup de feu, comme tous les légionnaires. Ils étaient pour ça. C'était les troupes de choix. Mais pas seulement ça. En fait, à l'époque, ce qu'il y avait de remarquable, c'est que les soldats étaient aussi des bâtisseurs. Ils arrivaient quelque part, il fallait se loger. Il fallait y arriver. Il fallait explorer. Donc, on faisait non seulement des maisons, mais des routes. Il y a eu cette idée que le monde devait être aménagé et que action coloniale égale action moderne. Partout, vous avez des ponts construits, des ponts à la Eiffel qui sont construits partout. Vous avez des grandes routes, vous avez des routes coloniales, vous avez des ports, là, le port de Saigon, le port de Haiphong, ce sont des infrastructures très très énormes qui ont été construites par les Français, bien évidemment. Est-ce que les Français ont construit ces infrastructures pour, sincèrement, du fond du cœur, aider les populations cambodgiennes, vietnamiennes et laotiennes à hausser leur niveau de vie et à accéder aux bienfaits de la civilisation occidentale? La question reste posée, quoi. En fin de compte, c'est-à-dire que, essentiellement, il fallait drainer les matières premières. Vous avez besoin de la mise en valeur. En arrivant dans les territoires militaires du Haut-Tonkin, il n'est pas rare de rencontrer de jeunes soldats français, entourés de troupes indigènes dans de petites places fortes. Seuls représentants d'une administration lointaine, ils surveillent la frontière chinoise, lieu de tous les trafics. Ces villages peuvent s'appeler Bankra ou Kaobang. Bankra, c'est une région très montagneuse, un petit village entouré de rizières qui étaient travaillées par les gens du pays. Il devait y avoir 1500 ou 2000 habitants au maximum, hein, et pas plus. Mon père est Saint-Cyrien et à la sortie de Saint-Cyr, il a choisi la carrière militaire pour pouvoir aller à l'extérieur, visiter du pays. Et à ce moment-là, il a choisi les troupes de marine presque exclusivement pour aller en Indochine.
Mon grand-père était en garnison à Caouban. Il devait être sergent, je crois. Ma grand-mère est là. Et mon grand-père est là. Et ma mère est donc sur le cabriolet. Et ça, alors mon grand-père, je ne le connais pas parce que je ne l'ai pas connu, il était mort quand je suis né. Mon père et ma mère sont nés d'un papa français, l'un bourguignon, l'autre breton, qui, au moment de la conquête de l'Indochine, parce que ça remonte à cette époque-là, ont épousé, entre guillemets, des Vietnamiennes et ont eu des enfants qu'ils ont reconnus. Le 9 janvier 1923, à 19h, est né à Caouban Pierre Gaston, du sexe masculin, de Lucasson et Étienne, âgé de 49 ans, rentier à Caouban, qui déclare le reconnaître, et de mère non dénommée. Alors ça, c'est la version moderne de l'extrait de naissance. Sur les anciens, il y a un trait. Ensuite, on a trouvé le terme non dénommé. Et pourquoi il n'avait pas donné le nom de votre mère pour... Mais parce qu'il ne le connaissait pas. Ma mère étant anamite, c'était un petit peu un animal, si vous voulez. Et d'autre part, tout le monde s'appelle Nguyen, là. Comment voulez-vous qu'ils s'y reconnaissent? Petite Nguyen anonyme, objet de tous les fantasmes. Derrière le mythe de la Kongaï se cache souvent une jeune fille anamite s'occupant du logis d'un soldat. En vietnamien, en anamite, Kongaï, c'est-à-dire la jeune fille. Pour l'anamite, ce n'était pas péjoratif, mais pour le français, ensuite, c'était péjoratif. Dans la mesure où, quand on disait d'un français qu'il était avec une Kongaï, c'est-à-dire qu'il était avec une jeune fille ou une femme du pays, et c'était assez péjoratif, en effet, oui. Les soldats, ils faisaient leurs 3 ans, puis au bout de 3 ans, ils étaient rapatriés. Mais cette compagne, à ce moment-là, elle enchaînait avec un nouveau débarqué. Et il y avait des carrières, véritablement. Et lorsqu'on les interrogeait à la police, votre profession, et elle disait « femme d'Européen ». Femme d'Européen. C'était un titre pour elle. Une fille de la région qui pouvait se marier ou même s'unir avec un militaire français ou un autre français, c'était... En général, c'était assez bien vu. Ça permettait une ascension sociale, si vous voulez, pour l'autochtone. Ma mère était vietnamienne, et ça, mon père m'en a parlé alors avec beaucoup de conviction. Il m'a dit que c'était très mal vu de la part de la hiérarchie. Dans la suite de sa carrière, il avait été quand même assez mal noté d'un certain côté à cause de cette union. En quittant les contreforts rocheux du Haut-Tonkin, le voyageur redescend vers les plaines fertiles du delta du fleuve Rouge. Zone de riziculture, où la vie paysanne semble vous replonger dans une Indochine ancestrale. Le Vietnam de l'époque, c'est un Vietnam essentiellement rural, hein, c'est 85-90%. Donc, les rapports entre la population des villages et l'administration française sont des rapports très espacés, très occasionnels. Le vent de paternalisme bon enfant qui souffle sur ces scènes de remise de médailles à d'anciens combattants anamites illustre la difficulté pour l'administration française d'associer les populations indochinoises à son projet colonial sur une base d'égalité. On ne peut pas, à 25 000 Français, diriger 22 millions d'Indochinois sans avoir une politique indigène qui soit cohérente et en même temps sans donner de l'espoir aux Indochinois. C'est l'ambition d'Albert Sarraut, ministre des colonies en 1920. Dans son important discours de la Pagode, il déclare que l'Indochine est un État en devenir et que la présence française est temporaire. Il se fait le défenseur d'un humanisme colonial. Albert Sarraut a donc voulu donner des droits politiques plus larges à cette population et en même temps aussi laisser une place aux élites indigènes. Donc la politique d'Albert Sarraut va être une politique d'association. On va associer les Indochinois avec nous, on va gérer ensemble ce grand patrimoine qu'est l'Indochine. Donc il y a eu
une élite intellectuelle formée aux méthodes françaises qui, elle, aspire aussi à la collaboration avec le gouvernement colonial. Les grands commis de l'Indochine, eux, ils ont un idéal qui est l'idéal fonctionnaire, et l'idéal fonctionnaire français, défense de la patrie française en Indochine. Et donc, ils vont se vouer complètement à la mise sur pied d'une politique associative comme l'a voulu Albert Sarraut. Notamment, ce sont eux qui vont mettre sur place toute la politique d'instruction publique qui est très intéressante. Cette instruction publique doit favoriser le développement d'une élite indigène, prête à reprendre les rênes de cet État en devenir, cher à Albert Sarraut. Les élèves les plus brillants sont envoyés à Paris compléter leurs études. Leur retour en Indochine ne sera que des illusions. À diplôme égal, les élites indigènes ne pourront jamais prétendre au même poste, ni aux mêmes rémunérations que leurs confrères français. Donc c'est ça qui chagrine beaucoup les Vietnamiens et ce qui va alimenter la lutte des Vietnamiens jusqu'en 1940. Hein. Parce que il y a toujours cette différenciation entre Français et indigènes. Les tentatives de réforme sociale se heurtent à la résistance des milieux d'affaires coloniaux. En témoignent les violentes campagnes de presse contre la création d'un service d'inspection du travail en 1926. Hormis des postes subalternes dans l'administration, les populations annamites sont surtout les bras du développement économique de la colonie. La relation était quand même une relation d'autorité. Mais pas une autorité d'esclavagiste quand même. C'était une autorité, je dirais, des gens qui savent par rapport à des gens qui ne savent pas. Il y avait d'une part la connaissance technique, technologique, et de l'autre côté, il y avait le bras, le muscle pour faire. La main-d'œuvre est recrutée parmi les indigènes qui acceptent sans difficulté ce travail facile et bien rémunéré, au point que de nombreuses jeunes femmes annamites viennent solliciter d'être enrôlées dans les équipes. Elles font preuve d'un grand zèle et arrivent à égaler les hommes en rendement au travail, malgré l'apparente raideur de leur costume. Situé dans le delta du fleuve Rouge, Haiphong est le principal port du Tonkin. On y débarque pour rejoindre Hanoï. S'y croisent sacs de riz ou minerais en partance vers la métropole. Y arrivent produits manufacturés indispensables pour continuer à vivre à la française. Mon père était chef mécanicien des flottilles de l'Indochine, à Haiphong, dans un grand, immense bâtiment. Il avait, je crois, une vingtaine d'ouvriers. Le Français qui avait un poste de responsabilité était considéré comme une sorte de gradé, de haut gradé. Donc on ne passait pas devant mon père sans s'incliner. Mais ce n'était pas parce qu'on s'inclinait par crainte. On s'inclinait par respect. Haiphong est aussi le port de départ pour se rendre dans la baie d'Along. Ce labyrinthe d'îlots rocheux est propice aux embuscades de dangereux pirates. Et je me souviens très bien, dans ma jeunesse, de l'avoir accompagné dans des grandes jonques à moteur qui avaient été réparées par lui. Et on partait comme ça 8 jours à la poursuite des pirates. Parce que là, la baie d'Along, c'était un repère de brigands. C'était épouvantable. Je fantasmais un petit peu là-dessus. Vous savez, un enfant qui accompagne son père, qui s'en va avec les douaniers arrêter des pirates, vous vous rendez compte, le rêve, quoi. Les conditions de voyage en automobile dans l'Indochine des années 20 sont encore assez épiques. Après une traversée du fleuve Rouge sur un bac improvisé, le voyageur rejoint la route coloniale numéro 1, dite route mandarine, qui le mène à travers le Tonkin, puis longe les côtes de l'Annam. Il arrive alors dans la cité impériale de Hue, capitale du pays. Cette ville, aux vestiges d'une splendeur passée, est la... qui est très poétique, très belle. Oui, c'est toujours une ville, je peux dire une ville d'antan, avec ses tombeaux royaux, avec ses palais et surtout avec sa musique traditionnelle royale. Dans cette colonie vouée au changement et à la modernité, la cour impériale d'Annam maintient les traditions d'un pouvoir ancestral que la tutelle française a rendu dérisoire. Je suis née à Hue. Ma mère a de la parenté royale et ça veut dire qu'il faut suivre des obligations assez strictes
Il faut garder la culture et il faut garder les anciennes coutumes, mœurs et coutumes de la famille royale. L'empereur qui est considéré comme le fils du ciel, qui représente donc la volonté du ciel sur terre et qui est, pour ainsi dire, la clé de voûte de la société, puisqu'il est l'intermédiaire entre le ciel et la population. Donc, il faut qu'il applique la loi du ciel, c'est-à-dire la moralité, tout ce qui est considéré comme conforme aux préceptes moraux que Confucius a enseignés. L'empereur Arouet, c'est toujours en robe jaune, brocart doré, avec un turban doré, des babouches en or, tout ça, et personne n'ose le regarder. Tout le monde était quand il passe, même il passe sur sa voiture, tout le monde doit rester sans regarder l'empereur. Et pour gouverner le peuple, ce monarque a sous lui toute une administration formée par des gens qui ont été élevés dans une éducation confucéenne. C'est ce que l'on appelle l'administration mandarinale. Le mandarin, ce fut un titre donné aux hauts fonctionnaires publics en Chine et même au Vietnam. Ils ont des pouvoirs illimités parce qu'ils représentent l'empereur lui-même. Étant donné que mon père était un grand mandarin, alors ses enfants bénéficient dès le départ un tout petit grade de mandarin. C'est pourquoi on m'appelle chez nous Cao Hum, c'est-à-dire le petit mandarin. Les démonstrations de dévotion des mandarins envers l'empereur n'y changeront rien. Le protectorat français a réduit petit à petit ses pouvoirs, allant jusqu'à administrer directement le trésor impérial. L'empereur est devenu comme des statues des temples. Ils ont les honneurs, mais ils n'ont aucun pouvoir. Le protectorat français s'est contenté simplement de coiffer l'administration vietnamienne par des résidents dans chaque province sous l'autorité du gouverneur général. Tout le pouvoir se trouve dans la main du gouverneur général d'Indochine. Par exemple, dans les relations avec l'administration française, mon père, il détestait le premier jour de l'an. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il est obligé d'aller se présenter devant le résident pour prononcer l'allégeance et la fidélité. L'empereur garde tout de même un certain pouvoir moral sur ces sujets. Pour s'en prémunir, le gouvernement colonial va envoyer le jeune empereur Bao Dai, intronisé en 1926, parfaire son éducation à Paris, l'éloignant ainsi de son peuple et de sa culture confucéenne. Cette culture confucéenne a aussi été remise en cause par l'arrivée des missionnaires chrétiens dans le pays. Dans des lieux reculés comme cette baie de Kioa en Annam, le voyageur découvre une léproserie où le père Maheu prodigue soins et éducation aux lépreux annamites. Le père Maheu leur a consacré sa vie. C'est lui qui a conçu le projet de cet établissement et c'est à lui que revient en grande partie l'honneur de sa réalisation. Commencée dès le XVIe siècle par des missionnaires espagnols et portugais, l'évangélisation du sud-est asiatique fut confiée par le pape au séminaire des missions étrangères, fondé en 1663, rue du Bac à Paris. Ces vicaires apostoliques envoyés en mission loin de leur terre chrétienne vont souvent trouver la mort par la maladie et pour certains en martyrs. Mais ils réussiront en plus de 3 siècles à fonder une communauté chrétienne s'appuyant sur un clergé de prêtres et d'évêques autochtones. Au début du siècle dernier, on peut dire qu'il y a pratiquement plus d'1 million de Vietnamiens qui sont chrétiens en Indochine. Vous savez, le dimanche, c'est une fête, vraiment, là, ce qui se passe à l'église, là, parce que tout le monde s'habillait, les femmes, les Françaises s'habillaient avec les beaux atours et les Français dans leur costume blanc. Le costume, vous savez, c'est l'uniforme des coloniaux, là. Nous admirons, mais il y a peut-être une certaine envie aussi, hein, parce que ça fait riche. Et puis c'est quand même une culture qui vient de ceux qui nous ont dominés. Hein. Donc au départ, c'est quand même il y a un certain respect. C'est pour cette raison-là
que les missionnaires ont eu beaucoup de succès auprès des Vietnamiens. Dans leur volonté de permettre une meilleure pénétration des textes chrétiens, les missionnaires vont mettre au point dès le XVIIe siècle une transcription en caractères romains de la langue du pays. Cette écriture va remplacer les idéogrammes d'inspiration chinoise et s'imposera comme écriture de la langue nationale par la volonté de l'administration coloniale. Alors c'est un album de photos qui appartenait à mes parents, que j'ai récupéré, qui date de 1929, vous voyez. Et leur vie à Nuibara. Là, c'est une visite de leur maison à l'époque, avec une réunion des chefs de village. Là, c'est la visite du gouverneur. Mon père est allé en Indochine après la guerre de 14, il avait fait une partie de la guerre de 14. Il avait un cousin qui était en Indochine, qui l'a incité à devenir gendarme là-bas. Et comme il ne se plaisait pas beaucoup à Saigon, il préférait l'aventure, il a été nommé en forêt, quoi, pour maintenir une présence française dans ce coin-là. Dans cette région des trois frontières, aux confins de l'Annam, du Cambodge et de la Cochinchine, les gendarmes ont pour mission de défricher la jungle et de créer des routes. De ce pays infesté de moustiques, beaucoup reviendront avec ces crises de palu qui font le bonheur des romans coloniaux. Il a commencé au poste de la Palquée, après il était à Nuibara. Il avait des fonctions de gendarme d'abord, et puis ensuite délégué administratif pour toute la région. Mais il était seul, hein, ma mère l'a rejoint par la suite. Et ce qui est très curieux, c'est que quand il s'est marié, il a amené ma mère, qui avait à peine 18 ans, et qui s'était également assimilée dans cet endroit-là. Un endroit pourtant peuplé par les Moé. Sous ce nom sont regroupées les différentes tribus primitives, vivant dans les forêts et les montagnes. Quand on dit les Moy, dans le terme vietnamien, ça veut dire sauvage. En fait, ce sont des peuplades qui sont disséminées dans toute la forêt, qui n'ont aucune relation entre elles, sinon pour des raisons familiales, c'est tout. Et ils vivent de la forêt, uniquement. Mon père était dans ce coin-là pour régir tout cet ensemble de populations, et son but était de faire des routes pour obtenir la soumission, entre guillemets, de ces personnes-là. Et il a fait 140 km, je crois, de route. Et ensuite, il créait des centres où ils pouvaient s'approvisionner, en sel notamment, parce que c'est très important pour eux, hein, et en outillage, voilà. Dans cette région de jungle, les colons viennent souvent s'adonner à un de leurs passe-temps favoris, la chasse. Les colons, à l'époque, quand ils organisaient une partie de chasse, c'était une partie de chasse. Et on partait véritablement dans la jungle. Et on était admis dans des villages où on était reçus comme des princes, hein. Moi, je me souviens de mon père partant à la chasse de nuit avec une lampe de tête. Dans une nuit, il ramenait des cerfs, des chevreuils, des sangliers, enfin des bestioles extraordinaires. Il chassait le fauve. Bon, moi, il m'emmenait pas quand il chassait le fauve, parce que c'était quand même dangereux. Mais il chassait encore le fauve à l'époque. Et j'ai vu encore, une seule fois dans ma vie, un troupeau d'éléphants sauvages dans la forêt. Et lors d'une de ces expéditions de chasse, je tombe malade. Je fais un accès de paludisme. Et je me souviens très bien, donc les villageois m'ont emmené, nu, dans une espèce de guitoune qu'ils avaient faite avec des toiles ou des peaux, je ne sais pas. Et ils m'ont mis dans cette espèce de tipi. Ils avaient mis de l'eau bouillante et ils ont jeté dedans des roches. Je ne saurais pas vous dire quelles roches. Et ils m'y ont laissé une demi-heure, une heure. Et en sortant de là, j'étais guéri. Comme quoi, si vous voulez, ces gens dits sauvages avaient encore des connaissances médicales, je ne sais pas si on peut utiliser vraiment ce mot, mais rituelles, si vous voulez, qui permettaient de guérir littéralement des accès de paludisme. Mon père était dans ce coin-là. À force, il a réussi à assimiler leurs coutumes, à parler avec eux, et il avait même fait un dictionnaire montagnard.
Et là, malgré cela, un jour, quelqu'un a décidé sa mort, et c'était terrible. Là, c'est la dernière photo prise en septembre 1933. Et il est mort en octobre. D'après les journalistes qui racontent ça, puis les rapports de gendarmerie, il y a eu plus de 100 plaies, ils lui ont bouffé le foie et le cœur et tout ça. C'était un rite, certainement, de sorcellerie, parce que jamais on n'avait vu ça jusqu'à présent. Il y en a qui ont été tués, mais avec une flèche empoisonnée ou autre. Mais là, c'était vraiment tout un groupe qui s'était monté contre lui, alors qu'il ne se faisait pas du tout. Mais la vie des colons n'est pas que drame et sacrifice. Pour retrouver la légendaire douceur de vivre coloniale, le voyageur se rend à Saïgon, capitale de la Cochinchine. Saïgon n'était pas une grande ville. Saïgon devait faire 50 000 habitants à peu près. Et là-dedans, il devait y avoir 2000 ou 2500 Français. C'est une atmosphère qui ressemble à une préfecture, le midi de la France, vous voyez, une certaine décontraction, une vie un peu dehors. La vie des Français dans un pays où il faisait chaud, où on vivait dans des maisons assez ouvertes avec des vérandas, faisait qu'on sortait plus volontiers de sa coquille que dans la France de l'hiver. Ils sortaient d'autant plus qu'ils étaient en moyenne nettement plus jeunes. C'est une population jeune. Jeunes fonctionnaires ou hommes d'affaires, venus s'assurer un avenir décent loin d'une France qui leur paraissait trop étriquée. Ils vont savoir profiter de ce climat propice à la nonchalance et jouir sans arrière-pensée de la douce vie coloniale. On se retrouve le soir au bar du Continental, rue Catinat, ou au bout du quai des Messageries Maritimes, dans un lieu au nom évocateur. Un café qui s'appelait la Pointe des Blagueurs, qui était très agréable parce que se trouvant au confluent des deux rivières, il était très aéré. Il faisait donc bon, il faisait frais, c'était très agréable. La nuit tombe très tôt sous les tropiques. À 6h30, il fait nuit. Donc on y allait vers 5h30, une petite heure, et on revient à la maison. Mes parents n'étaient pas riches, mais ils se sont trouvés, comme ces Français qui arrivaient, avec des conditions de vie supérieures. Ils avaient un personnel, ça comptait beaucoup pour les dames, ils avaient un personnel extrêmement stylé. Il y avait un beb qui était un cuisinier vietnamien et il y avait un boy qui était un serviteur vietnamien. Le mot domestique n'était pas, contrairement à ce qu'on croit, quelque chose réservé aux Français. Parce que j'ai connu moi, des amis qui avaient des domestiques. Moi, je me souviens très bien de mon père et ma mère s'installant sur la véranda et demandant une citronnade avec de la glace. Et on leur apportait ça. Ils étaient assis sur des chaises longues. Et la glace, c'était des grands blocs de glace, vous savez, d'un mètre cube ou presque, qu'on cassait avec un pic à glace à l'époque. Je me souviens très bien de ça. Vous savez, on disait bien à l'époque que les femmes de colons, c'était des princesses. Ce qui différenciait, c'est la cuisine. La cuisine européenne n'était pas la cuisine des Anamites. Mes parents étaient beaucoup plus sur les plats européens parce que ma mère craignait énormément la saumure, la fameuse milkmam. Alors là, elle le craignait. Moi, je l'aimais beaucoup, d'ailleurs. J'allais quelquefois manger des soupes chinoises, mais ça, j'en parlais pas à mes parents, parce qu'ils considéraient qu'il y avait une règle d'hygiène qui n'était pas toujours respectée par eux. Moi, je me souviens, maman faisait faire la salade qu'on trempait dans des grandes bassines avec du permanganate de potassium, qui donnait une eau violette, vous savez. Et on trempait la salade là-dedans parce qu'il y avait des épidémies de choléra, de peste et de choses comme ça. Le personnel pour les enfants était quelque chose de fondamental. Moi, j'étais élevé par une Assam qui restait toujours liée avec la famille. C'était une Chinoise. Pour les enfants qui vivaient là-bas en culotte courte, en pantoufles, qui chez eux marchaient pieds nus, qui allaient à l'école avec leur petit casque, dans un cyclopousse ou un pouce-pouce, c'était une vie aérée, avec des maisons blanches, des choses comme ça, et une vie agréable, si vous voulez. Il y avait bien sûr un cercle, comme dans toutes les villes coloniales. Le cercle était
un endroit où on faisait un peu de sport, il y avait un tennis, il y avait une piscine, il y avait d'ailleurs une très belle piscine, d'ailleurs à Saigon. Et la piscine a modifié, la piscine a beaucoup modifié le mode de vie. Parce qu'avant, on craignait le soleil, on avait le casque jusqu'aux oreilles pour traverser la rue, sans ça, boum, on tombait comme une mouche. Et puis, comme je disais, une fois que les piscines ont existé, les gens sont allés là à l'heure de midi, 1h, 2h, et ils étaient nu-tête, sous un soleil ardent, et il leur arrivait rien. Alors finalement, on a quitté, on a fait sauter les casques, et la vie était beaucoup plus de grand air. Le cœur économique de la Cochinchine est le port de Saigon. Son trafic maritime en fait le 8e port de France. Il permet à l'Indochine d'être la colonie la plus prospère de l'Empire. L'Indochine est un pays très riche, très montagneux. Il y a que certaines régions qui sont là-bas, n'est-ce pas? Parce que les régions côtières sont des régions pauvres, etc. Mais la région du riz, du nord et du sud, delta du Mékong, delta du Fleuve Rouge, et puis la moyenne montagne avec des cafés, des thés, etc. C'est un pays riche qui, effectivement, pour la France, était plutôt du côté positif. Pour orchestrer et financer cette prospérité, la Banque de l'Indochine. C'est par son intermédiaire que le capitalisme métropolitain pèse de toute son influence sur l'économie indochinoise. En plus d'être une banque d'affaires, la Banque de l'Indochine est aussi un institut d'émission qui a le privilège de frapper la monnaie locale, la piastre. Et la Banque de l'Indochine gère le trésor indochinois, c'est-à-dire qu'elle travaille la main dans la main directement avec le gouvernement général. Donc bien évidemment, quand on veut choisir un nouveau gouverneur général, eh ben, quand même, le ministre des colonies, il en cause un peu avec la Banque de l'Indochine. Si on nommait tel gouverneur, il y a des échanges de lettres. Donc on ne peut pas non plus dire que c'est la Banque de l'Indochine qui décide du nom du gouverneur général, parce que ça, on n'a pas le droit de le dire et c'est faux. Mais d'un autre côté, il y a quand même un pouvoir qui existe, qui est un pouvoir économique et qui joue un rôle important à tel point qu'en fin de compte, ce pouvoir économique arrivera à remettre en cause la politique associative d'Albert Sarraut à partir des années 1925. Il y a la Société du Nord, Société du Sud, qui se snobe un peu. Les gens de Hanoï considèrent les gens du Sud comme des piastreux, comme des gens de qualité intellectuelle moyenne, etc., etc. Pour les gens du Sud, les Français de Hanoï sont des gens engoncés, des fonctionnaires, sans imagination, sans initiative, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Et d'ailleurs, ça fait le bonheur des maîtresses de maison, parce que dans un dîner à Saigon ou à Hanoï, si la conversation commence à traîner, on peut mettre le sujet sur la table et ça va certainement remplir la conversation pendant de longues minutes. Dans ces dîners en ville, il n'est pas rare d'évoquer les charmes envoûtants de la fumée brune de l'opium. L'opium, c'est comme beaucoup de mythes très ambigu, c'est-à-dire avec une face positive et une face négative. Alors la face positive, c'est le rêve, la croyance que l'opium va permettre de percer les mystères de l'Asie, donc en affûtant les sens, en décuplant l'intelligence. Et puis en même temps, l'aspect négatif, c'est la déchéance, c'est l'opium du pauvre, c'est l'opium du misérable, complètement asservi à sa passion. Petite fumée emporte mon rêve dans un songe bleu qui trop tôt s'achève. Dû le pittoresque en souffrir, j'ai bien connu la communauté française. Il devait y avoir tout de suite 3 ou 4% de fumeurs d'opium. Occasionnels, oui. Les officiers de marine, par exemple, ils arrivaient, ils étaient de passage à Saigon, et bon, on allait terminer la soirée chez la mère, machin, dans une fumerie, etc., etc. Il y avait un décorateur à Saigon, et c'est un homme extrêmement brillant, avec une conversation très brillante, et puis petit à petit, il s'éteignait, si vous voulez, et à un certain moment, il partait, il allait dans une fumerie voisine, et il revenait un quart d'heure après, il avait retrouvé sa vitalité et sa forme. Il disait que pour lui, c'était indispensable, il avait besoin de cela, que c'est ça qui lui permettait de bien travailler, développer son esprit créateur, etc. Il y attachait beaucoup d'importance. Oui, il y avait
3-4% de vrais fumeurs. D'ailleurs, reconnaissables, hein. Le visage parcheminé, très blanc, et souvent un peu décharné, avec un œil très lumineux, très liquide, vous voyez. Autorisé en Indochine, l'opium est contrôlé par la Régie des douanes. Les taxes prélevées sur ces transactions pourront représenter jusqu'à 15% du budget du gouvernement général. Impossible de traverser la Cochinchine sans partir à la découverte d'une richesse qui fait l'objet de toutes les spéculations. Les plantations d'EVA. Cet arbre, dont la sève, une fois transformée, donne le caoutchouc, a été importé de Malaisie au début du siècle. Très vite, sa culture et son commerce vont représenter une perspective d'argent facile, malgré les difficultés de sa mise en œuvre. On verra même des fonctionnaires acquérir quelques hectares de brousse pour y installer des plantations. J'ai gardé des souvenirs extraordinaires. Je circulais sur les plantations, seul, à bicyclette. J'allais en forêt, je chassais un peu. C'était vraiment, pour moi, une vie extraordinaire, parce que les sons des animaux, les gibbons, les cerfs, tout ça. Et alors, le soir, avec les pans qui chantaient, beaucoup d'animations. Après la mort de son père gendarme, la mère de Claude Morer se remarie à un homme qui va faire découvrir au petit Claude la vie de planteur d'EVA. Mon père, à l'époque, se levait très tôt, à 4h-5h du matin. Il était sur la plantation. Au moment où les ouvriers, on faisait l'appel des ouvriers, ils allaient sur les chantiers et commençaient à saigner. Il fallait contrôler que tout se passait très bien. Il y avait 3 ou 4 000 ouvriers. Vous faites pousser un EVA, vous le regardez pousser pendant 7-8 ans, puis il est exploitable. Et en quoi ça consiste? Ça consiste à ce que tous les matins, aux aurores, des gens qu'on appelle les seigneurs, SAI bien sûr, partent avec leur gouge, c'est une sorte de couteau, et saignent l'arbre. Et chaque matin, on coupe une lamelle qui fait pleurer l'arbre. Et ces pleurs, c'est une espèce de lait, le latex, qu'on va ensuite travailler pour en faire du caoutchouc. Très vite, cette richesse agricole va attirer de grands groupes métropolitains qui vont donner aux plantations une dimension industrielle. L'exploitation de ces grands domaines, comme les Terres Rouges ou Michelin, nécessite une main-d'œuvre importante qu'il faut souvent aller chercher au Tonkin. Les conditions de travail, souvent difficiles de ces coulis, ne vont pas manquer de soulever la polémique dans les milieux coloniaux eux-mêmes. Les plantations, ce sont de vastes entreprises de type pratiquement industriel qui nécessitent une main-d'œuvre très importante. Et notamment lors des périodes de défrichement, de mise en conformité, de plantation et tout, la maladie des fois fait des ravages parmi les ouvriers agricoles. On a fait venir des gens du Tonkin, les Tonkinois, qui sont venus sous contrat. Ils avaient des contrats de 2 ans, et ils travaillaient pendant 2 ans, ils pouvaient retourner chez eux quand ils le voulaient. Et ça sous le contrôle de l'inspection du travail. Ce qui fait qu'on leur racontait des histoires, ils n'étaient pas venus de force. Ils venaient, et puis souvent, beaucoup sont restés dans le sud. Et là-dessus, se sont greffés un certain nombre de légendes, et de légendes noires. Les communistes disaient, sous chaque EVA, il y a le cadavre d'un coulis. Enfin, c'est une exagération, mais c'est vrai qu'il y a certainement eu pas mal de morts au moment où on a taillé dans la forêt pour faire tout cela avec les moustiques, etc., etc. Moi, j'ai vu des plantations modèles, vraiment modèles, où les gens étaient le mieux possible. Il y avait des maisons pour les gens, il y avait des hôpitaux, des écoles, etc. C'était modèle. Il y avait pas mal de plantations comme ça. À côté, il y avait des gens qui étaient beaucoup moins prêtés. L'Indochine n'était pas toujours exemplaire. En général, les planteurs étaient bien installés dans la plantation, puisqu'ils vivaient en permanence sur la plantation. Ils allaient assez rarement à Saigon ou à Hanoï. Ils vivaient très bien sur la plantation. Ils avaient en général un cercle qui était également bien équipé, tennis, piscine, etc. Mais de temps en temps, ils avaient quand même besoin de se détendre, surtout dans le sud. Alors ils venaient à Saigon, ils faisaient un peu la foire, c'était la fête à Saigon.
Il y a eu comme ça un certain nombre de gens. Il y a une femme qui était Madame de la Souchère, c'était une aristocrate, beaucoup d'allure, qui avait une vie mondaine, mais qui en même temps avait une plantation. Disons que c'était une femme qui avait la réputation d'être extrêmement efficace, active, et qui avait monté une plantation par elle-même, qui marchait très bien, que mes parents m'avaient vu. Mais elle a succombé en 1931, au moment de la grande crise, la grande dépression mondiale, parce que les cours du caoutchouc se sont effondrés. Elle s'est trouvée en difficulté, et on ne l'a pas vraiment aidée, et c'est un grand groupe français, enfin déjà installé, qui l'a ramassé, et on lui a racheté à des prix bas, d'après ce qu'on a dit, etc. Et disons, la communauté française a été très mécontente. Si l'aventure dans le commerce du caoutchouc de cet aristocrate s'est mal terminée, son personnage un peu extravagant inspirera plus tard le rôle interprété par Catherine Deneuve dans le film Indochine de Régis Varnier. Le ressort du projet colonial est cassé en 1928. La crise économique va vraiment se traduire à partir de 1930, 31, 32 par des fermetures massives d'entreprises, des faillites massives. Et d'ailleurs, la Banque de l'Indochine va profiter de ces faillites à répétition pour mettre la main sur une quantité phénoménale d'entreprises. Là, c'est aussi une explosion du nationalisme, mais une explosion du nationalisme qui est liée quand même à la crise économique de 1929. En cette année 1930, la supériorité du colon est gravement remise en cause par des mouvements nationalistes, souvent dirigés par une élite formée à l'école française. Des révoltes sporadiques éclatent alors au Tonkin. À Hong Kong se crée le Parti communiste indochinois sous l'égide d'un dirigeant charismatique, Nguyen Ai Quoc, qui se fera connaître bientôt sous le nom de Ho Chi Minh. 1931, alors là, ce sont les soviets qui ont été organisés dans les deux provinces du nord du centre-Vietnam. Et cette révolte, ce soulèvement a été réprimé par les bombardements qui ont causé beaucoup de morts. La riposte de l'administration est sans équivoque. Une répression sans merci. Son bras armé sera la Sûreté Générale, sorte de police politique, qui réussira par son art du renseignement à décapiter les mouvements nationalistes et révolutionnaires. La police de sûreté indochinoise va venir à la rescousse du projet colonial et politique. C'est-à-dire à partir du moment où il n'y a plus de ressort politique, bien évidemment, c'est la répression qui pointe dessus. Certains hauts fonctionnaires comprennent qu'il est temps d'appliquer les réformes si longtemps promises. Ils ne sont pas entendus. Le pouvoir colonial préfère rappeler de métropole le jeune empereur Bao Dai, pensant s'assurer une sorte de nouvelle légitimité. Sa Majesté Bao Dai revient dans son pays avec le désir de le faire bénéficier des connaissances qu'il a acquises. Il a le ferme espoir d'amener son peuple à le suivre dans cette voie nouvelle, convaincu que la France lui prêtera son concours pour la réalisation de ses projets. Lorsqu'on a fait appel à son retour, c'est-à-dire en 1932, il a voulu réformer le Vietnam, vraiment. Mais il s'est aperçu très tôt que du pouvoir, il n'a pas la réalité. Privé de tout pouvoir, le jeune empereur va alors cultiver un personnage de dandy futile, s'éloignant de la politique, mais aussi des aspirations de son peuple. Bao Dai, on l'a surnommé l'empereur Casino. Il ne s'est pas intéressé du tout au destin du pays. Il a profité simplement pour gagner de l'argent, pour jouir de sa position, et c'est lui qui a ruiné le destin du Vietnam. Mais je pense quand même que c'est quelqu'un qui a une haute idée de son pays quand même. Ces événements tragiques vont peu bouleverser la vie des coloniaux. Ils ne semblent pas prêter attention aux aspirations nationalistes des populations indochinoises. Accablé par la chaleur et l'humidité, le voyageur va chercher dans les montagnes un climat plus tempéré. Situé à 1500 mètres d'altitude sur les hauts plateaux de l'Annam, Dalat va devenir très vite un lieu de villégiature pour colons en mal de repos et d'air frais. Il y avait une période à Dalat entre octobre et mars qui était miraculeuse. Il faisait 20-25 degrés avec un air pur et beaucoup de Français regardaient
nostalgie de Dalat, où d'ailleurs beaucoup de maisons avaient été construites dans des styles régionaux français. Dalat est pour les colons un petit coin de France. On y construit des établissements d'enseignement fort réputés. Leurs internats accueillent entre autres les enfants de colons vivant loin de toute école française. J'étais en internat depuis l'âge de 6 ans. Ensuite, je suis au petit lycée, ensuite au grand lycée, où je suis resté jusqu'en 3e. Il n'y avait que des garçons et des filles, à part au couvent des oiseaux. Mais il y avait des Vietnamiens, bien sûr, avec nous. Souvent, c'était les premiers de la classe, parce qu'ils avaient une mémoire extraordinaire. Ça, il faut dire que les Vietnamiens sont très forts et souvent ils tenaient le haut de l'échelle. Mon père, un jour, il m'a dit, maintenant, tu fréquentes plus l'école, tu vas au couvent des oiseaux. Moi, je savais pas qu'est-ce que c'est le couvent des oiseaux, et je parlais pas français, pas du tout. Alors, il m'a jeté dans cette école, et je vous dis que c'était des moments très durs pour moi. Le couvent des oiseaux est créé par l'impératrice Nam Phuong, épouse de Bao Dai, elle-même élève de ce pensionnat à Paris. Il est fréquenté par des jeunes filles de bonne famille, éduquées selon les préceptes de la foi catholique. C'est une école formée très sérieusement pour les jeunes filles. Et nous sommes 2 ou 3 Vietnamiens parmi les Français. Jeunes anamites perdus dans un monde où les empereurs s'appellent Napoléon, les poètes Lamartine ou Victor Hugo, et une république dont les valeurs sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Je suis entrée dans une culture complètement étrangère à la mienne, mais qui me vient comme ça, d'une manière naturelle. Et après, j'ai beaucoup pensé pourquoi j'aime tellement la langue française, pourquoi j'aime la littérature et la culture, parce que c'est l'aspiration d'une jeune fille qui veut connaître la beauté du monde. Quand on est admis à l'école française, notre but, c'est de pouvoir pénétrer la technique occidentale qui nous a manqué. Nous, on a la conscience, mais on n'a pas la science. Bien sûr, on a appris les valeurs démocratiques françaises, mais ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est justement de pénétrer la science et la technique scientifique pour pouvoir un jour devenir leur égal. Les Vietnamiens que nous fréquentions étaient eux-mêmes très intégrés dans le milieu français, parlant parfaitement le français, vivant plutôt à l'occidental qu'à la vietnamienne. Bon, le vietnamien de la Rivière, pour avoir un contact, il fallait parler sa langue. Je fréquentais beaucoup les petits galopins du coin et je courais pieds nus dans les rues avec mes copains vietnamiens. Et puis on allait chaparder des choses dans les paniers des femmes qui transportaient des fruits et des friandises dans des balanciers. Donc on avait une vie de gamin un petit peu délurée, quoi. Vous aviez le français qui venait et qui ne voulait avoir aucun contact avec l'environnement vietnamien. Alors à ce moment-là, les enfants n'avaient même pas le droit d'aller jouer avec des enfants vietnamiens, n'avaient même pas le droit d'apprendre à parler le vietnamien. Alors là, c'était vraiment il y avait, pour ainsi dire, un ghetto, si vous voulez, où ils se retrouvaient entre eux. Puis de l'autre côté, vous aviez encore des jeunes Européens, et puis la plupart du temps des métis, qui, eux, au contraire, avaient des relations très fortes et très fraternelles avec les jeunes Vietnamiens. Là, vous aviez les 2 visages de la présence française, si vous voulez, en Indochine. Et moi, j'ai vécu une période de ma vie un petit peu entre 2 chaises, parce que au début, avant que je ne sois admis dans l'équipe de mes copains vietnamiens, j'étais considéré comme un Français. Donc, pas très bien vu. Et avec les Français, j'étais considéré comme un Vietnamien. Donc, pas très bien vu non plus. J'étais métisse quand même. Hein. Et c'est là où le jeune peut subir je dirais pas des contraintes, mais des vexations extrêmement graves, qui peut jouer énormément sur son caractère et sur son évolution. J'en ai subi les contre-coups pendant un certain temps, puis après ça a passé. Jamais je n'ai été traité de sale français par les Vietnamiens, et j'ai souvent été traité de sale Shintok par les Français. Enfin bon, c'est de l'histoire ancienne.
1936. Le Front populaire qui accède au pouvoir en France nomme Joseph Brévier gouverneur général de l'Indochine. Sa détermination à faire des réformes suscite un grand espoir dans les populations indigènes et comme toujours un tollé dans la presse coloniale. Mais patatras, c'est la guerre qui revient, 39, le gouverneur général Brévier est remplacé par le général Catroux, qui est un militaire. Alors, le rôle de Catroux, il est simple, c'est de mettre l'Indochine en rang de bataille pour soutenir la métropole. Alors, terminer les lois sociales, maintenant ce qu'il faut, c'est travailler pour la patrie. 1939, la France entre en guerre contre l'Allemagne. Des régiments de tirailleurs anamites ainsi que des travailleurs sont envoyés en métropole pour soutenir l'effort de guerre, laissant sur place une petite armée sous-équipée de 60 000 hommes, dont 10 000 Français. En mars 1940, il y avait en France 35 000 Indochinois, dont 20 000 travailleurs et 15 000 combattants. La plupart des travailleurs et des soldats ont été des paysans, donc ne parlant pas français, ils ont besoin des interprètes. J'en ai profité de l'occasion pour m'engager comme interprète. Non pas pour faire la guerre, mais pour connaître la France. Quand on a lu Jean-Jacques Rousseau, quand on a lu Voltaire, on se demande comment est cette société. C'est pour cette raison que j'ai toujours envie de venir en France. Je me suis rappelé quand je suis venu en France avec mes amis, la première fois, quand on est allé boire un coup, comme c'est dit, dans un café, on nous a appelé monsieur. C'est la première fois que le français m'a donné monsieur. Ce dont nous n'avons jamais été traités ainsi en Indochine. À l'automne 1940, les troupes japonaises stationnées en Chine du Sud envahissent l'Indochine par le Tonkin. Malgré des combats héroïques mais désespérés, l'armée française est vite débordée par la puissance de feu de l'armée japonaise. Moi, j'étais à Ifo quand je les ai vus débarquer, les Japonais. J'étais jeune, j'avais 8 ans, je les ai vus débarquer, c'était extraordinaire. D'ailleurs, j'ai remonté la colonne, j'ai échappé à ma mère, qui était pourtant assez sévère, j'ai remonté la colonne au pied de la maison où on habitait, de Japonais qui avaient arrêté leur voiture le long de la rue, et quand ils me voyaient, ils n'avaient jamais vu sans doute un garçon, j'étais blond à l'époque, j'avais 8 ans, j'étais beau gosse, je suppose, ils n'en revenaient pas. Et vous savez ce qu'ils faisaient? Ils me donnaient tous leurs petites poupées. C'est un souvenir, ça. Ils me donnaient leurs poupées, vous savez, qui fétiches, leurs geishas, leurs petites geishas. C'est extraordinaire. Bon, ma mère m'a rappelé, m'a fait monter après, en m'attrapant un peu. Mais j'ai un souvenir extraordinaire de cette entrée. C'est ces types qui avaient des têtes un peu dures. Hein. Vous croyez bien, c'était des gars, c'était pas des drôles, les Japonais. Hein. Conscient du déséquilibre écrasant des forces en présence, le général Catroux entame des négociations avec l'envahisseur. Il est alors remplacé au poste de gouverneur général par l'amiral Decoux, nommé par Vichy. Decoux finalise ses accords. La France donne aux Japonais le droit d'installer des bases militaires dans divers points stratégiques du pays. En retour, le Japon reconnaît la souveraineté française sur l'Indochine. Le pays reste gouverné par l'administration française. Moi qui ne suis pas un admirateur fanatique de Decoux ni du régime de Vichy, je dois humblement quand même dire qu'il n'y avait pas tellement d'autres politiques que la politique de Decoux à faire à cette période-là. Decoux, sur ce plan-là, si vous voulez, a sauvé la vie des civils français. On ne pouvait rien faire. Vichy ne voulait rien faire. Les Américains refusaient de nous aider. Et les Anglais disaient, mais nous, on serre les coudes, on va les avoir dans 8 jours. Bon, voyez, donc c'est ça. Et puis, l'idée de Decoux était la suivante. Il faut qu'on se sauve notre vie et qu'on tienne le drapeau français. Les Japonais seront battus un jour, et dans ces conditions-là, il faut tenir, il faut passer cette Indochine française à la France ayant retrouvé sa place. Voilà. Les Japonais s'installent dans toute l'Indochine, en respectant le drapeau français. L'administration française est là, la petite armée française est encore là, tout est là, les industries françaises fonctionnent, etc. Et le commerce, il ne peut être fait qu'avec les pays occupés par les Japonais ou avec le Japon, puisqu'il est complètement coupé de la France. Depuis mi-40, il n'y a plus bateau, on est complètement coupé de la France, tout, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de nouvelles, plus un seul courrier qui a fonctionné entre 1940 et 1945. La première nouvelle qu'on a reçue, c'est en 1945. « 40 000 ou 45 000 Français complètement isolés de la France, aucun rapport, dans ce monde en guerre, et qui survivent.
avec assez de courage, finalement, vis-à-vis des Japonais, sauf à lui dire, attention, pas leur marcher quand même carrément sur le pied, parce que là, ils sortent le sabre. Les visées impérialistes du Japon s'accompagnent d'un discours anticolonial qui prétend rendre l'Asie aux Asiatiques. Les populations autochtones ne sont pas toujours enthousiastes devant cette propagande. Les Japonais qui étaient très très mal reçus par les Vietnamiens et qui, à l'époque, ont eu pour nous, Français, une attitude absolument extraordinaire de soutien moral, matériel, extraordinaire. Nous étions devenus des amis, automatiquement. Et l'ennemi, c'était le Japonais. C'est assez curieux, d'ailleurs, ce revirement. On voit bien que ce n'est pas une bonne coopération. Même la famille de mon père, par exemple. Tout le monde dit, il faut rester, on va savoir qu'est-ce qui va venir. Mais mon père dit, les Français reviendront. Puis les Japonais, si vous voulez, ils ont fait des prisonniers en quantité quand ils ont pris Singapour, Australiens, Anglais, etc. Et ils les font promener à moitié nus et casser les cailloux dans les rues de Saigon pour dire aux Vietnamiens, vous voyez, hein, puis demain c'est les Français. Non, l'atmosphère est lourde. Dans la population française, l'heure est à l'attentisme. On a peur de froisser des Japonais qui pourraient très vite retirer à la France son reste de pouvoir. Une résistance à l'occupant s'organise, surtout à l'intérieur de l'armée et chez les planteurs. Elle reste embryonnaire et sera durement réprimée. L'amiral de Caux a donc appliqué la politique de Vichy, c'est-à-dire travail, famille, patrie. C'est à ce moment-là qu'il y a eu un regain du scoutisme. Moi-même, j'étais scout à l'époque. Il y avait des séances qui passaient, Maréchal de Voilà, c'était au lycée, on levait le drapeau en chantant Maréchal de Voilà. Et donc, manifestation de jeunesse, stade, sport, gymnastique, très encadré. Et beaucoup des futurs chefs des mouvements nationalistes proviennent précisément de ces mouvements de jeunesse qui ont été encadrés, formés à une espèce de propagande qui n'était pas la même, mais ils étaient prêts pour recevoir une autre propagande. 1941. Ho Chi Minh crée la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, le Viet Minh, qui entend regrouper nationalistes communistes et non communistes. De Caux comprend qu'il faut garder à la France un prestige et une adhésion des peuples de l'Indochine, pour qu'au jour de la défaite japonaise, la France ne perde pas sa colonie. Il va alors lancer des réformes visant à donner des droits aux autochtones. De Caux a commencé à faire évoluer un petit peu les choses, en particulier les relations entre Français et Vietnamiens. Je me souviens qu'il a, par exemple, supprimé le mot indigène de la langue française. La garde indigène est devenue la garde indo-chinoise. Il a interdit le tutoiement entre Français et Vietnamiens. Il a essayé de revaloriser un petit peu la personne de l'empereur, de Bao Dai. Il y a aussi l'appel au respect de la famille, au respect du travail, mais aussi au lien entre les différents pays de l'Indochine. Bon, c'est à ce moment-là qu'il y a eu la course cycliste à l'image du Tour de France. C'est le Tour de l'Indochine. Mais la fin de la guerre approche. Les États-Unis, dans leur reconquête du Pacifique qui les mène vers le Japon, vont lancer des bombardements systématiques sur l'Indochine, afin de désorganiser la retraite japonaise. Les Américains bombardaient beaucoup, et ils bombardaient particulièrement la voie ferrée qui va du nord au sud. Mais ils bombardaient également tous les bateaux qui circulaient sur la côte d'Annam. Et les transports entre le nord et le sud étaient devenus pratiquement impossibles à cause de ces bombardements. Or, le nord a un déficit au point de vue alimentaire, et le sud, qui a lui au contraire un excès, importait régulièrement tous les ans de grosses quantités de riz sur le Tonkin. Et ça n'a pas été possible. En 1944-1945, ça a été coupé. Eh bien, le nord meurt de faim. Le nord meurt de faim. On ne peut plus envoyer des taux. Et il y a eu 1 million de morts, n'est-ce pas, en 1945. C'était affreux. Il y a eu également le fait que les digues n'ont pas été entretenues. Et il y a eu d'importantes inondations dans le nord, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de famine. J'ai vu passer des charrettes pleines de sacs de riz venant de certains entrepôts et des gens affamés se jetaient là-dessus, crevaient les sacs pour recueillir un peu de riz. Il y a eu une famine effroyable, effroyable. Je parle de la ville indochinoise. Hein. Et il y avait des morts, des jeunes, des vieux, des gens de tous âges. Et moi, alors ça m'avait profondément marqué. Je me souviens encore de ces charrettes entières de cadavres
qu'on emmenait. C'était épouvantable. Oui. Ah oui, je me souviens de cette famine-là, oui. Si la communauté française est épargnée par cette grande famine, elle va connaître à son tour une période noire. Tout commence le soir du 9 mars 1945. Le soir du 9 mars 1945, nous étions à table avec ma mère et ma sœur, donc. Et le boy qui nous servait à table nous dit surtout, ce soir, vous ne sortez pas. Alors ma mère lui dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne faut pas sortir? Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais ce soir, il ne faut pas que vous sortiez. Ça, je me souviens très bien de ces moments-là. Et peut-être une heure après, on a commencé à entendre le canon tonner. Tout d'un coup, on a entendu un bruit épouvantable dans la rue et des coups de feu, des tirs de mitrailleuses, de mitraillettes, de coups de feu et des hurlements épouvantables avec des passages de camions, de convois militaires dans notre rue, en face de notre maison. Et en se levant, on a vu que c'était des Japonais, l'armée japonaise. Et le combat a commencé entre les Français de la citadelle d'Hanoï, qui étaient dans la citadelle d'Hanoï, et puis les Japonais qui attaquaient la citadelle d'Hanoï. La maison voisine était celle de la sûreté. La sûreté, c'est ce qui correspond aux renseignements généraux. Mon père s'est dit, tiens, faut aller là. Alors nous sommes partis en file indienne derrière mon père, qui avait sorti son petit pistolet, son petit Browning. Et arrivé à la sûreté, nous sommes tombés sur une section de Japonais qui nous ont mis en joue et nous ont ficelé les parents dans cette maison-là. Nous sommes à Dalat et nous apprenons cela par la radio le 9 mars, qui pleure, la speakerine habituelle pleure sous la menace. Elle annonce que les Japonais, pour des raisons de sécurité, ont pris le pouvoir, que l'armée française est neutralisée. Elle demande aux civils de rester tranquilles. Ce jour-là, les Japonais faisaient dans toute l'Indochine, au nord, au centre, au sud, ce qu'on appelait le coup de force. Ils font prisonnier de coups au palais du gouverneur général. Ils prennent d'assaut les casernes qui se défendent héroïquement toute la nuit, à Saigon. À Hanoï, la garnison française, auxquels se sont joints des étudiants, des trucs comme ça, se battent entourés de canons, de tanks, etc. Toute la nuit, tuant plusieurs centaines de Japonais et obtiennent les honneurs de la guerre, ce qui est quand même très rare chez les Japonais. Je ne sais plus ce que j'ai fait, mais je me suis fait ramasser par les Japonais. En tant que Français. Mais j'ai passé une nuit à la citadelle d'Hanoï avec les soldats français prisonniers. Et alors ça a été pour moi quelque chose d'absolument extraordinaire. Extraordinaire. Je revois encore nos troufions, hein, avec ce moral d'acier qu'ils avaient, chantant. C'était extraordinaire. Refusant la défaite, des militaires français sous le commandement du général Alessandri partent vers la Chine afin de préparer une riposte. Pour protéger leur retraite, ils laissent une petite garnison en arrière-garde. Et mon père faisait partie de cette arrière-garde. Lorsqu'il y a eu l'assaut des Japonais, ils sont rentrés comme des brigands et puis tout ce qu'ils voyaient, ils exterminaient, quoi. Des massacres épouvantables, c'est-à-dire on amène les types devant les fosses à la nuit, on leur tire dans les pattes et puis on les à coups de baïonnette, on les achève. Il y a des centaines de morts, les Japonais. Il y a des femmes qui sont dans des coins isolés, violées devant leur mari. Enfin, il y a un massacre général. Certains d'entre eux s'en sortiront par miracle. Et mon père a reçu 9 coups de baïonnette dans la poitrine et des éclats de grenades sur tout le côté. On se demande comment il a survécu. Ça, le 10 mars, les Japonais vont se présenter au palais impérial, rencontrent Bao Dai et leur disent « Sire, nous vous remettons le Vietnam indépendant ». Et Bao Dai accepte. Qu'est-ce que vous voulez, c'était l'indépendance? Comment fallait-il la prendre? Les ministres m'ont dit que Votre Majesté ne peut pas refuser cette indépendance. Car l'indépendance, depuis un siècle, était un mot tabou pour nous. Mon oncle crie, l'heure a sonné. Ah, ça, je m'en rappelle toujours. L'empereur des casinos sera donc l'homme qui proclamera l'indépendance de son pays. Il forme un gouvernement qui s'illustre surtout par des gestes symboliques, comme l'instauration d'un nouveau drapeau et d'un nouvel hymne national. Et surtout,
qui a exigé le changement du nom du pays en Vietnam. Les Français vont alors passer de la situation de colonisateurs à celle de parias. Les forces japonaises les regroupent dans des périmètres plus ou moins restreints d'une demi-douzaine de villes du pays. Surveillance stricte, couvre-feu, humiliations et arrestations deviennent leur quotidien. Nous sommes restés, on a été assez grands, là on ne pouvait plus bouger. Là. On ne pouvait plus bouger. On a une chambre à 6 ou 8, toute la famille, avec les Chinoises qui étaient couchées avec nous, et puis qui s'occupaient de mes sœurs, à l'époque, qui étaient petites. Et tous les jours, on allait faire la queue au garage charnière pour avoir quelques légumes. Hein. Et puis, quand on était dans ces maisons, on a été obligé d'inscrire à l'entrée des villas un grand panneau donnant tout le nom des occupants. D'ailleurs, c'est un panneau qui était écrit en français, en anglais et en japonais. On est de plus en plus menacé. On se dit, on va tenir combien de temps? C'est vraiment épouvantable. On ne peut plus aller au marché. J'y vais avec ma sœur et on se penche sur un étal. Et il y a un pondichérien qui est là, qui se penche vers nous. Madame, fuyez, on est en train d'enlever et de tuer les Français à 10 mètres. Bon, on s'échappe de justesse. Vous voyez l'ambiance. Bon, alors c'était terrible. Et pendant ce temps-là, nous recevions les bombes des avions B-27, B-19 des Américains et des Anglais, qui ne nous bombardaient pas nous, mais qui bombardaient les Japonais, bien entendu. Mais nous étions en dessous et avaient parfois des dégâts collatéraux. À partir de ces événements du 9 mars 1945, nous n'avons plus revu nos amis vietnamiens. Soit qu'ils aient eux-mêmes des sentiments nationalistes et qu'ils soient allés rejoindre le mouvement nationaliste, soit qu'ils aient eu peur de se compromettre, d'avoir des ennuis de leur côté. Clandestinement, j'ai travaillé pour l'Union de la force écolière de Viet Minh déjà. Une fois, les Français étaient dans l'hôtel Morin à Hue. C'était une caserne pour les officiers. Et nous, on était des jeunes Vietnamiens qui veulent les chasser. Et vous savez comment on a fait? On a pris des piments en poudre, on met de la paille dedans et on brûle pour asphyxier. Et puis après, il nous a dit, soldats français, avec le mégaphone, pourquoi vous êtes ici? Alors, ils ont tiré, c'est pour vous, mesdemoiselles, on s'enfuyait. C'était incroyable. C'était des périodes vraiment de guerre, mais qui se passent jamais dans d'autres pays. Après les bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki, le Japon reconnaît sa défaite le 15 août 1945. En Indochine, l'occupant japonais rend les armes. Le pays se retrouve sans administration véritable. Profitant de ce vide institutionnel, le Viet Minh de Ho Chi Minh entre dans Hanoï sans rencontrer de résistance. Dans cette semaine qui a suivi le 15 août, et où les communistes qui s'étaient regroupés autour de Hanoï sont rentrés dans la capitale, mais ils étaient 300 peut-être, hein, et avec pas tellement d'armes, mais le glaive était par terre et personne ne le ramassait, ils l'ont ramassé. 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh à Hanoï, Ho Chi Minh proclame l'indépendance de la République démocratique du Vietnam. Dans les mois qui suivent, de grandes manifestations réunissant des milliers de Vietnamiens sont organisées dans le pays. À Saïgon, ces manifestations dégénèrent, entraînant le massacre d'une centaine de Français. Après la proclamation de l'indépendance, il y avait énormément de manifestations dans les rues, il y avait des banderoles partout, à bas le colonialisme français, mort aux Français, et les manifestations étaient virulentes, étaient violentes. Heureusement, ils défilaient avec des fusils de bois plutôt qu'avec de vrais fusils. Compte tenu des cris qu'on pouvait entendre dans la rue, hein, des chants révolutionnaires, des visages, il est certain que mon père, qui avait quand même une certaine expérience des gens de ce pays, doutait bien que ça allait mal se terminer. En plus, c'était à l'époque de la libération de la France, si vous voulez. Donc on disait, la France, ça ne va pas durer. Le principal leitmotiv, c'était naturellement l'idée du retour de la France en Indochine. C'était un peu à ça que l'on songeait. Et Saigon voit arriver avec joie les uniformes de nos soldats. Les récents événements n'ont pas changé l'esprit des Saïgonais. En dépit des frictions et des malentendus, il reste une communauté franco-indochinoise.
Leclerc aussi est arrivé à Saigon. Et ce jour-là, il y avait une pluie diluvienne, une pluie épouvantable qui s'abattait. Les gens hurlaient de leur joie. Et je me souviens m'être faufilé et être allé dans l'enthousiasme général, je ne sais pas pourquoi, s'il fallait le faire ou pas, être allé toucher la main, pas lui serrer, mais toucher la main du général Leclerc. Le général Leclerc et le haut-commissaire en Indochine Thierry d'Argentlieu, nommé par de Gaulle, ont la lourde tâche de rétablir la souveraineté de la France en Indochine. Leclerc entre à Hanoï en libérateur. Il rencontre Ho Chi Minh. Le ton est à l'apaisement. L'élection d'une assemblée constituante est prévue pour janvier 1946. Dans ce pays dévasté et économiquement ruiné, l'avenir de la communauté française est incertain. Mais on veut croire à un retour à la vie normale, malgré les difficultés d'approvisionnement. Il y a eu une tentative de normalisation un petit peu de la vie des Français à la fin de l'année 45. Il y a eu des reprises de cours au lycée. Il y a même eu une épreuve du baccalauréat qui a été organisée à ce moment-là. Et j'ai donc passé mon baccalauréat à Hanoï en décembre 1945. 6 mars 1946. L'amiral d'Argentlieu signe avec Ho Chi Minh les accords de la baie d'Along. La France reconnaît au Vietnam démocratique la liberté au sein de l'Union française. La France veut montrer au monde et surtout aux Nations Unies qu'elle souhaite une paix fondée non sur la force, mais sur l'estime réciproque, la confiance et le respect. Ho Chi Minh se rend en France négocier l'application de ces accords. La conférence de Fontainebleau est un échec. Dès lors, la 4e République naissante va s'enfoncer dans sa première guerre de décolonisation. Parmi les jeunes Viet Minh qui s'engagent dans le combat, des intellectuels qui auront appris de la France le goût de la poésie et de la liberté. Quand nous partions dans les zones de résistance, nous étions tous des étudiants, des élèves qui avaient reçu une culture française. Devant les dirigeants vietnamiens, on parle vietnamien. Mais le soir, par exemple, on était dans une forêt où il y a un lac. Alors un ami dit, Fourne, au lac, suspend ton vol. On disait Lamartine, mais d'une manière vraiment, c'est comme ça qu'on a vécu. C'est-à-dire, on n'est pas coupé moralement avec cette culture qu'on aime, mais on est obligé d'agir comme un Vietnamien qui connaissait rien avant de cette culture. Saigon vit un calme apparent. Pourtant, on se bat à moins de 100 km. Dans la communauté française, on comprend qu'une page est en train de se tourner. Beaucoup songent à rentrer en métropole. Les premiers rapatriements se font à bord des bateaux de troupes qui amènent le corps expéditionnaire. Parmi ces rapatriés, beaucoup d'enfants qui partent seuls à la découverte d'un pays et d'une famille qu'ils connaissent à peine. Moi, je suis rentré seul avec un parent. Mes parents étaient restés là-bas. Et sur le pont, dans la rivière de Saigon, on regardait les tours de la cathédrale de Saigon qui domine la ville, si vous voulez, pas de grands immeubles. Et comme le fleuve fait des méandres, si vous voulez, c'est curieux cette balade, cette cathédrale, etc. Les gens pleuraient. Et les gens pleuraient, ils disaient qu'ils ne reviendraient pas. Sur le bateau, ma mère avait dit au revoir l'Indochine, c'est terminé, hein, on tourne la page, une nouvelle vie commence, tant pis. Et beaucoup, si vous voulez, pensaient à leurs années passées et à une grande déception. Parce que les gens lucides, il y en a qui sont revenus, c'est très minoritaire, mais les gens pensaient que c'était passé, quoi, c'était fini. On partait, et puis il était 4 heures, et au goûter, on m'a proposé un fruit que je ne connaissais pas, et que j'ai trouvé délicieux, une pomme. On m'a offert une pomme, j'ai senti la pomme, j'ai mangé la pomme, et j'ai trouvé ça un fruit. Maintenant, quand je sens une pomme, j'ai ce souvenir qui revient. Quand le voyage se termine, les images se bousculent. Ce monde était appelé à disparaître, il a sombré dans la violence. Reste le goût de l'enfance enfui, et l'amour de ce pays, à jamais présent dans les souvenirs. Bon, je ne peux pas oublier, si vous voulez, l'époque où je courais pieds nus avec les gamins d'Hanoï. Je ne peux pas oublier ça, quoi. C'est quand même une seconde patrie, hein. Qu'est-ce qu'on a été faire là-bas? C'était joli, mais c'est un rêve, pas plus. Un rêve d'Asie peut-être.